des actus, des coups de cœur et quelques tranches de notre vie, saison 6. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de se retrouver et de vous retrouver pour ce 8e épisode de la saison 6 de Tranche de couple. Épisode qui s'intitulera Nouveau départ, point d'interrogation. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et nous encourager à vous proposer ce podcast régulièrement. Alors une première actu et un nouveau départ avec un très gros point d'interrogation. En Syrie, Max, c'est toi qui lance ce sujet qui est arrivé en fait après notre assez vite, c'est le moins qu'on puisse dire, après notre dernier épisode. Exactement. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une petite chronique sur l'inattendue chute du régime Assad, ou alors une transition négociée dans le secret, peut-être. Alors effectivement, mon premier angle, c'est que c'était effectivement une transition plutôt pacifique qui a été négociée en secret. Le 7 décembre, le régime Assad est en train de s'effondrer face aux avancées des rebelles qui progressent sur le territoire. Et le soir même, la capitale syrienne tombe aux mains des fractions armées menées par le groupe islamiste HTC et Bachar el-Assad, président déchu, s'enfuit. Alors cette chute rapide, finalement, surprend pas mal de monde parce que les rebelles n'ont pas rencontré tant d'opposition que ça, que le régime ne semble pas avoir reçu de soutien de ses partenaires traditionnels, en particulier la Russie et l'Iran, et finalement une transition qui se fait de manière assez pacifique. Alors les dessous de l'histoire, c'est que la fin du régime Assad a fait l'objet d'une négociation secrète à Doha entre la Turquie, l'Iran et la Russie le 7 décembre justement. Et à l'issue des entretiens, on a eu des petits commentaires qui ont été faits. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré qu'il fallait mettre fin aux activités hostiles. Le ministre turc qu'il fallait s'unir et reconstruire le pays. Alors finalement, ça laissait présager qu'il allait se passer quelque chose, mais en même temps, ça disait pas forcément que Bachar devait partir. Mais il faut juste pour revenir quand même sur la rapidité des événements, parce que entre le 7 décembre, entre les premières incursions des rebelles et le 7 décembre, il s'est écoulé 10 jours, c'est tout. 27 novembre, Exactement. 7 décembre, très 10 jours pour que des colonnes de rebelles, probablement bien organisées, tu vas nous en parler, pu mettre à bas un régime qui était là, qui avait résisté au printemps arabe depuis 2011. C'est un truc de fou, quoi. Je pense que Vladimir Poutine regarde ça avec son opération spéciale de 3 jours avec beaucoup de jalousie sans doute. Oui, parce qu'en plus, l'armée syrienne, elle était quand même plutôt bien équipée, elle était quand même, une main de fer sur le process. Donc, en fait, cet accord sur la fin du régime, donc c'était ces 3 pays qui se sont mis d'accord, la Turquie, l'Iran, la Russie, mais aussi 5 pays arabes, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Jordanie et le Qatar. Selon certaines révélations qui ont eu lieu dans la presse, cette transition se serait faite à certaines conditions qui ont été posées par Moscou, Ankara et Téhéran. Et notamment, en échange de la cessation des combats, HTC a demandé le départ de Bachar el-Assad, une déclaration du Premier ministre de passation des pouvoirs, et le fait que le régime dise finalement à l'armée qu'il fallait arrêter de se battre. Et donc ça explique pourquoi ça a été aussi rapide. Deuxième condition, un processus de transition politique apaisée a été exigé. Et dimanche, après la prise de Damas, le mouvement HTC a annoncé une amnistie pour les soldats du régime et finalement de ne pas saccager toutes les institutions du pays. Troisièmement, la sécurisation des institutions diplomatiques, y compris les sanctuaires religieux, et ça c'était essentiel pour Téhéran, puisqu'il y a notamment un sanctuaire à proximité de Damas qui est très important pour l'Iran et qui justifie aussi la présence de certaines milices pro-iraniennes. Quatrièmement, la sécurisation des armes stratégiques et chimiques du régime Assad. En fait, au-delà des volumes qui ont été déclarés officiellement, le régime Assad a des quantités énormes de ces armes et donc le HTC a déclaré qu'il s'engageait à coopérer avec les partenaires internationaux. Israël a néanmoins mené des raids aériens sur des cibles militaires au motif qu'ils contenaient des stocks ou qu'ils étaient des centres de production.
Dernière condition, Moscou a exigé la protection des bases militaires, et en particulier de 2 bases, la base navale de Tartus et la base aérienne à proximité de Latakia. Ces 2 bases, elles sont absolument essentielles pour permettre à la Russie de garder une présence en Méditerranée, au Proche-Orient et en Afrique. Et la base de Tartus sert ainsi de base logistique pour les opérations de Wagner au Mali. Alors, on voit bien que finalement, la Russie n'a pas pu garder toutes ses bases. On a vu des mouvements de déplacement de forces et des convois qui ont été d'ailleurs laissés tranquilles par les rebelles. On a vu aussi des mouvements de transfert de troupes et de matériel vers la Libye. Mais il faut savoir qu'en fait, la Russie, bien qu'elle ait un accès par la mer Noire, eh bien, en vertu de la Convention de Montreux, qui en fait donne des conditions très spécifiques, et puis la Turquie qui bloque en fait le détroit, eh bien, la Russie, si elle veut mettre des bateaux en Méditerranée, comme elle n'a pas de port au-delà de cette base en Syrie, elle est obligée de les faire venir du nord de l'Europe. Donc de transiter par la mer Baltique, la mer du Nord, la mer Manche. Voilà, donc c'est très compliqué, c'est très loin, et donc cette base de Tartus, elle est absolument essentielle. Et Bachar el-Assad, lui, il s'est barré sans en informer personne. Il a été exfiltré depuis une base russe vers Moscou, où sa famille l'attendait. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il était à Moscou fin novembre pour discuter avec Poutine. C'est sans doute là où il a compris que Moscou allait pas pouvoir venir à sa rescousse parce qu'ils sont quand même embourbés en Ukraine. Et du coup, il a laissé sa famille là-bas. Et en fait, formellement, il a reçu l'asile politique. Alors, deuxième élément important, c'est l'ouverture de la prison de Saïdania, qui vraiment est un marqueur des horreurs du régime Assad. Donc c'est l'une des pires prisons au monde et symbole de cette tyrannie de ce régime. Dans cette prison étaient enfermés et torturés tous les opposants au régime, torture quotidienne, déshumanisation des prisonniers. Les récits qu'on peut lire et les photos qu'on voit sont toutes plus glauques les unes que les autres. Et après la chute du régime, du coup, ils avaient laissé les portes fermées. Du coup, il a fallu casser les murs pour progressivement permettre aux familles de ces prisonniers de tenter de retrouver leurs proches disparus. Alors, en fait, des milliers de Syriens ont été assassinés et l'ampleur de la barbarie a été révélée avec l'ouverture de la prison. Les vidéos montrent des prisonniers livides et hébétés, de vrais morts vivants selon les médecins, et les corps des prisonniers n'ayant pas survécu aux tortures et aux actes barbariques. Alors, suite à la chute du régime, on a vu des messages de personnalités politiques occidentales se réjouissant du départ de Bachar. Mais la question, c'est est-ce qu'on se réjouit un peu trop vite parce qu'on on a eu des réjouissances à la chute de nombreux régimes. Ça aurait pu être le titre de ce podcast d'ailleurs. J'y ai pensé au début. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne derrière. Surtout dans cette région. Et puis forcément, c'est pas toujours mieux, quoi. Ça a été le cas, par exemple, en Iran. Alors c'est vrai qu'on peut avoir des doutes quand on regarde qui est le chef du mouvement islamiste HTC, Organisation de Libération du Levant. Donc il s'appelle Jolani et c'est un ancien membre d'Al-Qaïda en Irak et de l'État islamique. Après avoir combattu en Irak, il a été envoyé en Syrie pour créer la branche d'Al-Qaïda qu'il a appelée Front Al-Nosra. Vous en avez sans doute entendu parler. Ah, tiens. Il est sur une liste de terroristes désignés par les États-Unis avec une prime de 10 millions de dollars sur sa tête. Et ces dernières années, il a quand même pris des décisions pour se détacher de ces mouvements islamistes en annonçant en 2016 rompre toute affiliation avec Al-Qaïda. Et il a essayé d'adopter une image plus acceptable par la communauté internationale. Il a changé son nom, il a repris son nom de naissance plutôt qu'un nom typique d'Al-Qaïda. Et puis son discours a évolué pour parler de la mise en place d'institutions étatiques et de la décentralisation du pouvoir pour refléter les différentes communautés sensibilités en Syrie. Il a commencé à parler à la presse, y compris la presse américaine. Il a abandonné le turban pour avoir une présentation plus occidentale. Mais malgré ces tentatives d'apparente modération, je veux dire que les doutes subsistent quand même sur ses intentions démocratiques. Donc il a été nommé Premier ministre, mais bon, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors dernier point, rapidement sur la réaction des Occidentaux, avec un focus sur Israël et les États-Unis. Alors Israël a profité de la situation pour mettre la main sur la zone démilitarisée du Golan, ce qui est une zone stratégique pour Jérusalem, et en particulier sur le plus haut sommet, le mont Hermon. Alors, je cite le ministre de la Défense qui a dit dans un communiqué que c'est une importance sécuritaire capitale que la présence israélienne au sommet du mont Hermon.
Et effectivement, cet endroit est stratégique. C'est d'abord le plus haut mont. Il est en altitude et c'est une espèce de forteresse militaire naturelle. Il culmine à 2800 mètres et du coup, ça offre un point de vue idéal pour surveiller toute la région. À la fois à l'ouest, la plaine libanaise de la Beka, qui est bastion du Hezbollah. Donc ça, c'est forcément hyper intéressant. Et puis à l'est, eh bien, les rebelles islamistes syriens qui ont pris Damas. Et en plus de s'emparer du plateau, Israël a bombardé effectivement plusieurs sites militaires. Voilà, comme on l'a dit, pour éviter que les armes chimiques du régime de Bachar ne tombent entre les mains des nouveaux maîtres du pays. Puis j'ajoute que cette montagne était aussi, avant qu'Israël ne la capture, était aussi un angle mort pour Israël, pour toutes les attaques, notamment les attaques de drones. Exactement, qui venaient les radars ne pouvaient pas d'Iran, les radars ne voyaient pas ce qui se passait au-dessus. Exactement. Alors du côté des États-Unis, l'administration Biden est restée assez, n'a pas dit grand-chose. On sait qu'il y a des militaires un peu dans la région du Kurdistan et tout ça. Du côté de la nouvelle administration, Donald Trump a dit qu'il fallait pas s'en mêler, donc affaire à suivre. Voilà pour ce petit point sur la Syrie. Guillaume, c'est toi qui nous parles maintenant de la Roumanie. Je vais rapidement vous faire un point. Donc, on fait notre point Union européenne. Ce sera un point non pas Union européenne, mais État membre de l'Union européenne, avec la situation un peu confuse en Roumanie suite aux élections présidentielles qui ont eu lieu là-bas au mois de novembre. Alors, pour vous donner le contexte, Călin Georgescu, un candidat pro-russe qui était absolument inconnu il y a encore quelques mois en arrière, a surpris tout le monde en arrivant en tête du premier tour de l'élection présidentielle roumaine avec 23% des voix. Donc on vous a donné un peu tout ce contexte la dernière fois, donc je vous ai rappelé l'arrivée en tête d'un candidat à peu près inconnu, en deuxième position une candidate de la traditionnelle, on va dire, Elena Lasconi, mais qui bat le Premier ministre sortant. Suite à cette percée et à ces résultats assez inattendus, pas mal d'éléments ont été utilisés pour notamment mettre en cause, on vous l'avait dit aussi, le rôle controversé de TikTok comme vecteur de manipulation numérique. Les autorités roumaines ont accusé TikTok de manipuler l'opinion et la Cour constitutionnelle saisie a donc décidé, ni plus ni moins que d'annuler le premier tour des élections. C'est une décision absolument sans précédent au sein de l'Union européenne sur fond de soupçons d'ingérence étrangère. On vise plus spécifiquement la Russie. Alors, on vous avait parlé de TikTok il y a 2 ans en arrière dans un épisode d'été ou proche de l'été sur ce réseau social chinois et sur la possibilité, le fait que c'est un des seuls réseaux sociaux aujourd'hui où il est extrêmement compliqué de réglementer justement du fait qu'il soit basé en Chine. Les États-Unis, depuis plusieurs années déjà, quand Trump était encore pour son précédent mandat au pouvoir, avait déjà commencé à mettre en avant la dangerosité du réseau. Ça les arrangeait aussi dans le contexte de protection de leurs propres réseaux sociaux made in américains, on vous l'avait dit, mais n'empêche que c'est un réseau sur lequel tous les regards se tournent depuis pas mal de temps, sans qu'on ait réellement jusqu'à maintenant de choses, de bâtons à saisir pour essayer de montrer pourquoi est-ce que c'est un réseau dangereux. Donc aujourd'hui, il y a quelques jours, la Cour constitutionnelle roumaine a donc annulé le premier tour en utilisant notamment les ingérences de TikTok et l'utilisation de ce réseau social dont les algorithmes ne sont pas connus par le candidat Călin Georgescu pour arriver en tête des élections. Alors, les conséquences, c'est que le pays aujourd'hui entre dans une phase d'incertitude politique. Călin Georgescu lui-même affirme que les résultats sont valides et qu'il ne reconnaîtra pas les résultats d'une autre élection. Le président sortant déchu au premier tour, on va l'appeler comme ça maintenant, Marcel Ciolacu, lui a annoncé la tenue de nouvelles élections. La date n'est pas encore connue, mais dans quelques mois. Entre-temps, il y aura un président, il restera président en transition. Ce qui va être intéressant de regarder, parce que voilà, sur quoi est-ce qu'on base, sur quoi la Cour constitutionnelle va fonder sa décision, en quoi est-ce que TikTok va pouvoir être mise en cause. Est-ce qu'on peut légitimement remettre en cause une élection à cause d'une ingérence liée à un réseau social, quand on sait tout ce qui s'est passé à cause des réseaux sociaux qu'on voit, mais sur lesquels on n'a pas de prise depuis 10 ans? Ce serait une première qui aurait un impact sans doute
en Europe, en Roumanie évidemment, en Europe, mais probablement aussi partout dans le monde, parce que derrière, on a aussi des questions de neutralité du net, on a des questions de liberté d'Internet, liberté d'expression. Il y a plein de choses, on entre dans une terra incognita absolument totale, et voilà, on espère pouvoir vous faire un point dans les mois qui viennent sur l'after, l'après-élection présidentielle, voir comment vont se passer aussi le nouveau scrutin. Je vous avais, je pense, parlé il y a pas mal de temps aussi sur les élections en Belgique, du fait que les partis, le Vlaams Belang, le parti d'extrême droite flamand, a, lors de toutes les dernières élections et depuis 8 ans, était le parti qui mettait le plus d'argent dans les réseaux sociaux pour influencer les élections. Et je dis bien influencer, je n'utilise pas le terme manipuler, parce que pour l'instant, ce sont des réseaux sociaux qui sont légaux. Il n'y a pas de base de fondement juridique pour dire qu'on doit les interdire, on doit interdire leur utilisation dans le cadre des élections. Il y aura des pays qui commencent à y réfléchir, mais c'est quelque chose qui sera extrêmement intéressant à regarder. Et j'ajoute quand même aussi un élément de contexte, c'est que il y a quelques jours aussi, la Roumanie et la Bulgarie viennent d'être autorisées à rejoindre l'espace Schengen. Jusqu'à maintenant, elles en étaient exclues, l'espace donc de libre circulation des personnes et des biens au sein de l'Union européenne. Elles en étaient jusqu'à maintenant exclues. Vous savez, quand vous allez à l'aéroport pour prendre un vol pour la Roumanie ou la Bulgarie, vous passez le contrôle des passeports alors que vous êtes dans l'Union européenne. Ben oui, parce qu'elles n'étaient pas dans cet espace. Donc à partir de janvier 2025, ces deux pays rejoindront pleinement l'espace Schengen, notamment grâce à certains États membres comme l'Autriche qui ont cédé alors qu'ils avaient longtemps craint que cela n'aggrave les flux migratoires. Bon, on imagine que tout ceci a été négocié, qu'ils y ont aussi trouvé une forme d'intérêt, mais voilà, c'est aussi un élément à prendre en compte dans tout ce contexte de déstabilisation du gouvernement roumain. Alors, on sait que on vous a parlé de Donald Trump, on est dans un contexte général de montée de discours populistes, ultranationalistes, on vous a parlé du rejet des élites, des effets des réseaux sociaux, et le risque pour l'UE, c'est que l'Union européenne, c'est que ça reflète finalement la tendance inquiétante au sein de l'Union européenne, où les discours populistes souverainistes gagnent encore du terrain. Jusqu'à où, grâce à quel levier, on espère pouvoir vous en reparler dans les épisodes suivants. Merci beaucoup Guillaume, effectivement très intéressant parce que c'est la première fois finalement qu'on a une judiciarisation de telles tentatives d'influence et de manipulation. Deux brèves peut-être pour terminer. Max, tu veux nous parler du Japon ? Exactement, parce que récemment, il y a eu une décision d'un juge au Japon, la haute cour de Fukuoka, qui a été la troisième cour des 8 cours à finalement condamner la politique du gouvernement contre les mariages de même sexe, et donc finalement de dire que l'interdiction des mariages pour les couples de même sexe est inconstitutionnelle. Et donc, voilà, c'est quand même une très bonne nouvelle, mais le Japon, ça reste quand même un lieu où les droits des personnes LGBT, je crois qu'on vous en avait parlé, sont... Pas que sur les personnes LGBT, mais notamment là-dessus. C'est très compliqué, donc on peut que se réjouir qu'à nouveau, on ait un jugement d'une haute cour d'un des districts du Japon qui condamne la politique du gouvernement. Deuxième brève, Guillaume ? Absolument, deuxième brève, toujours sur les questions des personnes LGBT. Vous savez qu'on y est particulièrement sensible, avec l'annonce par le Vatican d'un premier pèlerinage des chrétiens LGBT+, et leurs proches à Rome en septembre 2025. Il sera organisé par une association italienne. Il leur sera dédié dans le cadre de l'année sainte. C'est le premier à être proposé sur ce thème lors d'un jubilé. C'est aussi, on ne peut pas imaginer qu'il n'ait pas reçu l'accord du pape. Ça montre ce pape plein de contradictions, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ce soir, là, maintenant, devant vous, on vous avait aussi dit combien on avait été choqués par certains messages qui étaient passés lors de sa venue, notamment en Belgique. Et à côté de ça, voilà, il y a ces tentatives d'ouverture qui existent. Je ne sais pas si nous, on y sera. Je ne sais pas où on sera à ce moment-là. C'est très loin, dans 9 mois. Mais le 6 septembre 2025, en tout cas à 15h, des personnes LGBT et leurs familles pourront franchir officiellement la porte sainte du jubilé qui sera installée à la basilique Saint-Pierre. Et c'est une vraie avancée que, notamment dans une église qui a
pour qui les acronymes LGBT ont longtemps été les symboles ou les synonymes d'un lobby, donc de quelque chose à combattre. Aujourd'hui, ils utilisent ces acronymes pour inviter ces personnes, pour nous inviter, nous, nos proches, à franchir les portes de l'Église avec un grand E, de l'Église universelle. Voilà. C'est un grand souffle, ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir, ouais, c'est ça. C'est tous les tiraillements. Encore une fois, ça rajoute aux tiraillements dans lesquels on est un peu en permanence, mais ça montre aussi qu'il se passe quelque chose, qu'il y a quelque chose, et que malgré l'échec du synode sur ce sujet, il y a des ouvertures. On va y être attentif et on vous en reparlera sans doute à ce moment-là. Exactement. Voilà, mais en tout cas. L'Église avance, y compris sur ces sujets-là, ou en tout cas certains dans l'Église avancent, et donc c'est une bonne chose. Guillaume, tu nous fais un petit point belgitude sur la gare de Mons ? Ben oui, ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas parlé de cette gare de Mons. Alors sachez, grande nouvelle, que la gare de Mons va finalement être officiellement inaugurée. Le chantier sans fin, quoi. Après avoir multiplié le prix par 13, on est à 480 millions d'euros alors qu'on est à 37 millions au début. Un retard de 10 ans puisque l'inauguration était prévue en 2015. Et puis un coût aujourd'hui d'entretien annuel qui a été multiplié par 10, de 100 000 à 1 million d'euros. L'inauguration officielle est finalement prévue le 31 janvier avec une ouverture officielle avant l'inauguration dès le 18 décembre, d'ailleurs, dans quelques jours à peine. Donc ben voilà, je sais pas, peut-être qu'on fera un pèlerinage à Mons pour aller voir cette gare. Bah oui, et franchement, les images, c'est assez enfin, c'est grand, quoi. C'est grandiose, même. Ce sera un nouveau départ pour les Montois, clairement. Pour une petite ville, quand même, on va pas se mentir. Bon, c'est quand même tout petit. Franchement, quand on voit le grandiosisme de cette gare... De mes 10 ans, il y a 100 000 habitants. Par rapport à la principale gare de Bruxelles, la gare du Midi... Qui est une vieille gare pourrie qui n'a pas été rénovée et qui est dans un état absolument lamentable, alors que c'est la porte d'entrée vers l'Union européenne notamment et les institutions. C'est un scandale et c'est d'ailleurs assez symptomatique de ce qui se passe en Belgique avec énormément d'argent qui vont pour les régions. On sait aussi qu'il y a des chantiers pharaoniques de gares qui ont été lancés à Liège. Bon, ça s'est un peu mieux passé. Qui ont été lancés à Mechelen, à Malines. Là, ça prend aussi du retard, mais on avance petit à petit. La gare de Gand étant... Bref, toutes les gares sont en travaux partout, sauf dans la région de Bruxelles-Capitale, et on s'interroge pourquoi les financements n'ont pas déjà pu être trouvés, alors que la gare de Bruxelles-Midi est quand même beaucoup plus fréquentée et beaucoup plus symbolique. Écoute, merci pour ce petit point belgitude, c'est toujours intéressant de faire des points sur des choses qui arrivent, finalement. Et on passe tout de suite à notre rubrique Vie de couple, et le premier sujet qu'on voudrait aborder, c'est notre petit séjour à Londres. Absolument. Vous savez qu'on aime beaucoup Londres. Il y a 2 villes, je pense, dans lesquelles on est retourné assez régulièrement, c'est-à-dire plus de 2-3 fois. C'est globalement Londres et Berlin aussi. Et Rome. Fois. On est allé 2 fois à Berlin, peut-être, ou une fois ensemble. On n'y est pas allé tant que ça. Hein. Au moins mais on pourrait. Ok, 3 villes. Londres, Rome et Berlin. Des villes où on se sent particulièrement bien, en tout cas qu'on apprécie de visiter, avec des tempéraments très différents les unes les autres. Oui, c'est clair. Mais on a eu, on s'est fait un petit week-end un peu à Londres. Alors, naturellement, ça tombait très mal, comme à peu près tout ce qui tombe en ce moment, parce qu'on en a par-dessus la tête. Mais finalement, ça a été quand même un week-end reposant, et moi, je me suis senti de pouvoir couper aussi. Ça ne veut pas dire tout couper, hein, ça ne veut pas dire ne plus rien penser à rien, mais en tout cas avoir la possibilité de ne plus avoir dans mon cerveau, devant toute chose que je fasse, mon boulot, et ça c'est chouette. Ouais, il faut dire que effectivement, c'était une période, enfin c'est toujours, pour me concernant, une période quand même assez chargée, et du coup le fait d'avoir pu prendre ce week-end à Londres, on a pris une journée supplémentaire, donc on a eu un week-end de 3 jours où on a pu notamment aller voir une pièce de théâtre. On a eu la chance d'aller visiter, d'avoir une petite visite particulière de l'opéra de Londres. Avec une connaissance collègue là-bas.
qui travaille là-bas. Et franchement, c'était Merci super. Kate. Je pense pas qu'elle nous écoute, mais sur un malentendu. C'était vraiment super chouette. Ça nous a vraiment changé l'esprit. Et puis, il faut dire que Londres, en période pré-Noël, c'est quand même super chouette. Ah, c'est sympa, hein. Même s'il fait un temps de merde, finalement, il y a un esprit de Noël. Et donc, du coup, parce qu'on a eu une première journée plutôt belle, et puis 2 autres où il a quand même plu toute la journée, quoi. Mais c'est pas grave, c'était pas grave. On était bien couverts, on avait des capuches, on avait tout ce qu'il fallait, c'était chouette. Exactement. Alors, le deuxième petit point de notre rubrique VidCoupe, c'est ce qui se passe ce week-end, Guillaume. Absolument. Eh bien, vous le savez, chez nous, l'esprit de Noël, c'est pas n'importe quoi. Donc, la crèche est mise, le sapin est mis, les décorations sont mises. Et on va accueillir demain, je ne sais pas si c'est pour un nouveau départ, mais en tout cas, on va accueillir demain chez nous. Vous savez qu'on aime beaucoup le concept de maison ouverte pendant toute l'après-midi. Des gens, on a envoyé un mail à plein de tous nos amis, les gens qu'on aime bien sur Bruxelles, pour leur dire, voilà, passez à partir de X heures chez nous demain après-midi pour un goûter de Noël qu'on espère festif. C'est l'occasion de voir les gens petit à petit, de pas tous les voir en même temps, mais de profiter de plus de gens en même temps finalement, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité d'inviter tout le monde individuellement, et puis de montrer que notre maison est ouverte aussi à tout le monde. C'est l'occasion de se mettre des petits défis, parce qu'on manque pas non plus de choses à faire, mais je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans les 13 desserts de Noël. Voilà, bah oui, parce que pourquoi pas, hein, je veux dire. Donc, il y a des biscuits qui sont au four, il y aura des étoiles de Noël qui seront prêtes pour demain maison, les 2 maisons, et puis on va rajouter du panettone, du nougat glacé, des fruits secs, des noix, parce que c'est un peu la thématique de base des desserts des goûters de Noël, enfin des 13 desserts de Noël typiquement provençaux. On va s'en écarter aussi avec le panettone, mais pas tant que ça, on est toujours dans le sud. Et puis, panettone aux fruits secs. Dans les étoiles de Noël, ça nous rappelle un peu le Nord, ça fait un peu, on adapte ces 13 desserts à nous, ça nous permet de faire de la cuisine, parce qu'on aime bien faire la cuisine aussi, vous le savez. Et puis ça nous permet voilà, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qu'on aime bien, je crois. Hein. Exactement, c'est vraiment un petit moment, voilà, partager un thé, partager des petits gâteaux, prendre un petit peu le temps, ça c'est super chouette dans ce moment de pré-Noël. Et puis, voilà, on n'oublie pas non plus ceux pour qui Noël c'est plus compliqué. Et voilà, on a participé à une petite opération qui a lieu comme chaque année, organisée par notre paroisse pour récolter des denrées, à la fois des denrées de première nécessité, mais aussi des choses un petit peu sympas pour les fêtes, pour les personnes qui sont dans le besoin. Et donc voilà, si vous avez l'opportunité aussi de participer à ce genre d'initiative. Il y a pas mal de collectes en France, chouette. Notamment pour le Secours populaire, pour les Restos du Cœur, à la sortie des supermarchés. À votre mesure, si vous le pouvez, contribuez. Je crois que Noël, c'est le meilleur moment pour être solidaire. C'est le meilleur moment pour nous, en tout cas, nous souvenir. On se souvient de ça en cette période, de combien on est chanceux de pouvoir passer Noël en famille, combien on est chanceux de pouvoir passer des bons Noëls. Et le fait de pouvoir essayer de donner de faire en sorte que des gens passent un meilleur Noël cette année que l'année dernière, par exemple. Moi, je trouve ça assez important. Il y a plein de façons de le faire, des dons réguliers, des dons en nature sur le moment, enfin voilà. Donner un peu de temps. Donner de la nourriture, comme tu le disais à l'instant. Il y a de quoi faire, et si c'est quelque chose qui vous branche, lancez-vous, n'hésitez pas, encore une fois, il y a des formats pour tout le monde. Voilà, ça c'était pour la rubrique Vie de couple. On n'a pas fait de rubrique, de dernière rubrique. On a fait une petite parenthèse, enfin on a fait une petite omission, parce que c'est vrai qu'avec un podcast qui s'appelle Nouveau Départ, on aurait pu penser qu'on aurait pu parler du nouveau départ gouvernemental en France avec François Bayrou, mais en fait, on va peut-être attendre un petit peu pour l'instant. On ne sait pas où est-ce qu'il va. Ce sera pour un prochain podcast. D'ailleurs, à ce sujet, on vous encourage à suivre nos réseaux sociaux, parce qu'on n'est pas encore en mesure de vous dire exactement quand est-ce qu'on publiera un prochain podcast. Ce sera au plus tard fin janvier. Il est possible qu'il y ait une pause entre maintenant et fin janvier, ou peut-être qu'il y aura un dernier podcast en décembre. On ne sait pas. Mais voilà, restez attentifs sur les réseaux sociaux. On verra ce qu'on a le temps de faire, ce qu'on peut faire. Et on vous retrouve en tout cas au plus tard le 26 janvier. Voilà, d'ici là, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite de pouvoir passer de belles fêtes. On vous souhaite d'être bien entourés.
Et puis, envoyez-nous un petit message, ça nous fera plaisir. On sera content de vous envoyer des bonnes ondes et que vous nous envoyiez des bonnes ondes également. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 8e épisode de notre saison 6. Un épisode donc... d'un nouveau départ. Qui, on l'espère, sera un nouveau départ. Alors, si vous êtes arrivé au bout, bravo, merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas aussi à nous mettre un commentaire ou une note sur les applis que vous utilisez. Et puis surtout, partagez. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus inquiets et les plus pressés. Je vous rappelle qu'on va faire une pause. Renseignez-vous sur nos réseaux sociaux pour savoir quand est-ce qu'on revient, mais au plus tard, on vous l'a dit, le 26 janvier. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Faites des câlins, donnez de l'amour, de l'humour. Gros bisous et prenez ce nouveau départ du bon pied.